Donc je m'appelle Luc Pesson, je suis distributeur et producteur de documentaires, métier que j'exerce, non je vais le refaire parce que je ne vais pas pas passer par là, c'est un peu plus compliqué. On la refait, excusez-moi. Euh, donc je m'appelle Luc Pesson, je suis producteur et distributeur de documentaires. Je travaille dans le métier depuis 1994, date de mon arrivée chez Arte. Voilà, j'ai fait différents métiers, prestataire audiovisuel, éditeur vidéo, et donc maintenant j'ai une grosse partie de distribution de films, de production de documentaires, et donc de distribution au cinéma, en ayant racheté une nouvelle société. Voilà. Alors, moi j'ai fait, comme je ne savais pas exactement, non, si, je savais que je voulais travailler dans le cinéma, mais je ne savais pas exactement où dans le cinéma. Donc j'ai fait des études très généralistes, j'ai fait une école de commerce, et en fait j'ai jamais cessé de travailler dans l'audiovisuel par ailleurs. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour une télévision locale à cette époque-là, qui s'appelait TV8 Mont-Blanc, qui était en Savoie. Donc je faisais parallèlement mes études et je travaillais pour eux, en faisant même de journaliste, reporter, image, enfin à un niveau local. C'était les premières expériences de télé locale. Puis ensuite, j'ai fait un stage chez Arte, un stage assez long, qui m'a amené dans l'audiovisuel complètement. Mais depuis, j'allais dire, l'âge de 14-15 ans, en ayant découvert un autre cinéma que le cinéma de divertissement, en regardant L'Enfant sauvage de Truffaut, par exemple, je savais que je voulais travailler dans le cinéma. Je voulais, voilà. C'était ma passion, je mangeais des films au kilomètre, voilà. Après, où j'allais trouver ma place, c'était là toute la difficulté. En fait, les choses se sont faites assez naturellement, c'est-à-dire que moi, chez Arte, j'ai beaucoup travaillé sur le documentaire. J'avais à disposition les films des plus grands documentaristes, que ce soit Frédéric Wiseman, que ce soit Ken Burns, que ce soit à qui je pense, Mordia et Prieur, et évidemment avec Corpus Christi. Voilà, Raymond Depardon, j'allais oublier. Voilà, tout d'un coup, j'ai découvert, ça c'était un pan de la cinématographie que je connaissais peu. J'ai découvert de grands cinéastes documentaristes, et ça m'a vraiment donné envie aussi d'approfondir ça et de me dire que, outre le cinéma de fiction, il y avait aussi ce cinéma documentaire qui était intéressant. Donc je l'ai toujours gardé en tête. Et après, il y a un autre phénomène, c'est que juste avant les années 2000, j'ai commencé à travailler sur de la prestation sur du DVD, c'est-à-dire qu'on accompagnait les éditeurs vidéo pour mettre les films en DVD. Et dès lors, on avait un écrin pour mettre des images dont on parlait, mais qui n'avaient jamais de cadre. On en parlait dans les livres, les articles de journaux, les critiques de cinéma en parlaient, mais il n'y avait aucun cadre pour les montrer réellement, ou très rarement. Là, le DVD, on pouvait mettre des scènes coupées, des commentaires de scènes, des fins alternatives. On pouvait avoir un regard des talents sur le travail, mais pas un regard promotionnel, pas pour dire c'était super, c'était génial, etc. Et dès lors, on s'est mis à faire des interviews, à réaliser des making-of, et on en a produit, je ne sais pas, peut-être en 18 ans, peut-être une centaine. Voilà. Alors de taille et d'envergure différentes, mais ça nous a permis de travailler avec Polanski, avec Costa Gavras, de travailler pour les États-Unis, d'aller interviewer Martin Landau, et des cinéastes français aussi, Jean-Jacques Benex, Patrice Lecomte. Voilà, ça c'était, je conciliais à la fois le fait d'être dans un métier que j'adorais, mais en plus j'adorais rencontrer ces talents qui lèvent le voile sur, voilà, qui nous donnent leurs leçons de cinéma. Ça c'était aussi un grand plaisir, et on a continué à en produire. Maintenant, ça c'était le DVD au départ, et maintenant on les produit pour la télévision. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur déjà dans ma carrière? C'est qu'à un moment, j'ai quitté une chaîne que j'adorais, formidable, qui était Arte, donc une chaîne du service public, pour partir dans le privé. C'est-à-dire de prendre
en main un département justement sur le DVD où il y avait tout à créer, c'est-à-dire on écrivait une page un peu blanche. Et tout d'un coup, on était en lien direct avec les gens du cinéma, ce que je disais, avec les talents. Il faut être là au bon moment, avoir pris les risques au bon moment. Et il y a une part de chance. Il s'est trouvé qu'un des premiers making-of sur lesquels on a travaillé, par exemple, c'était Harry, un ami qui vous veut du bien, de Dominique Moll avec Sergi Lopez. C'était un film qui avait, de façon un peu surprenante, connu un énorme succès, sauf qu'il n'y avait pas il y avait des images de tournage, mais il n'y avait pas de making-of à proprement parler. On en a produit un. Et ça a été le départ. Ça s'est bien passé. Bon, le milieu du cinéma est un peu petit, donc quand même. Donc tout d'un coup, on a été recommandé. On a fait des projets de plus en plus gros, d'envergure. Et voilà, ça a été le démarrage, j'allais dire, de cette production. Alors, la distribution, ça faisait déjà un moment on voulait distribuer des films. Et en France, on a une particularité, c'est qu'il y a entre 15 à 20 films par semaine. Tout ce qui est en fiction est très compliqué parce qu'il y a des acteurs majeurs entre les gros films américains, les grosses comédies françaises, les films d'auteur. Il y a beaucoup, beaucoup d'intervenants déjà. Voilà, le nombre est impressionnant. On est sûrement un des pays où il y a le plus de films distribués, sachant qu'on a aussi un des plus beaux réseaux. C'est-à-dire qu'on a des réseaux de multiplex, mais on a des salles partout en province, même dans des petits villages, voilà, qui diffusent du cinéma. Donc on a une chance énorme, mais en même temps, effectivement, on a beaucoup d'acteurs dans le marché. La problématique, c'était pas tant de trouver un documentaire à distribuer, on en avait un qui nous tenait à cœur et qu'on voulait faire, c'est d'avoir assez de titres à annoncer pour pouvoir créer au moins une ligne de programmation et comprendre comment on voulait travailler. Et on voulait travailler différemment en se disant que la bataille des premières semaines, on allait sûrement la perdre parce qu'on ne serait pas assez visible, on ne serait pas partout, mais par contre, on pouvait travailler sur la longueur et différemment. C'est-à-dire proposer aux salles d'accompagner chacun de nos films, de créer des rendez-vous, des rencontres avec le public, pour permettre c'est d'avoir moins de séances, mais de les remplir. C'était ça le pari, c'était de dire, je crois que le taux d'occupation des salles, c'est 15%. Ça veut dire que souvent, il y a beaucoup de séances qui sont assez vides. On préfère en avoir moins, mais avoir la garantie ou essayer de convaincre le cinéma qu'on peut les remplir. Et en une fois, avoir 500, 200, 150 personnes selon la taille du cinéma. Mais au moins, voilà, avoir une expérience qui est réussie versus une programmation plus régulière, mais dans lequel c'est un peu déceptif parce qu'on va se retrouver avec peu de monde. Voilà. Ça, c'était un peu la grande difficulté. Et effectivement, du moment où d'abord on a réussi notre premier pari qui était de distribuer Sugarland, et ensuite d'avoir derrière d'autres films dont on pensait qu'ils seraient assez forts pour pouvoir suivre cette politique qu'on avait déterminée, voilà, c'était un peu le challenge de départ. Alors, premier film documentaire distribué. On avait fait des expériences justement de films de fiction pour s'apercevoir que c'était très difficile de les faire exister. Et un des films qu'on avait réussi et qui avait plutôt bien marché, puisqu'il a fait 150 000 entrées sur 150 copies, ce qui est le bon ratio, on va dire. Ce n'est pas un énorme succès, mais ça reste un ratio tout à fait correct. C'est justement parce qu'on l'avait travaillé sur le long terme, justement parce qu'on avait convaincu sur un film de fiction des associations de prendre le film, de le programmer et de faire des séances débat avec. Et j'avais vu que le cinéma, effectivement, pouvait donner lieu à des rencontres, pouvait devenir un lieu d'échange aussi, et pas juste un lieu où on allait voir le dernier film sorti.
Ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Je- il y a le scénariste de la série Sherlock là, avec Benedict Cumberbatch qui disait, en fait, tout le monde vous demande quelque chose qui va plaire au public, mais personne ne sait ce qui va plaire au public. Parce que même le public, il ne pourrait pas déterminer ce qu'il veut. Il a envie d'être surpris, hein. Donc, il faut croire en ses projets. Ça n'empêche pas d'être à l'écoute des autres et de prendre des conseils et de gagner en expérience, mais il faut croire en ses projets parce qu'on n'est jamais sûr que ça va marcher. Par contre, si déjà soi-même on a un doute, c'est compliqué. Ou si on prend un programme pour une mauvaise raison en se disant mais j'aime pas ce programme, mais ça peut marcher, ça peut flatter le public, etc. Et que ça ne marche pas, c'est la double peine. C'est qu'on a non seulement pris quelque chose qu'on n'aime pas, et en plus on se retrouve face à un échec. Donc c'est quelque part voilà, une double peine qui est prononcée. Ça, c'est plus difficile à vivre. C'est plus facile d'avoir des échecs sur quelque chose auquel on croyait pleinement et sur lequel on s'est pleinement investi. Donc, j'allais dire, le conseil, c'est évidemment d'apprendre. Moi, j'ai énormément appris, que ce soit chez Arte, dans la société précédente, qui n'était pas ma société, mais que je dirigeais. Et maintenant, dans ma société, j'ai toujours beaucoup appris. C'est beaucoup de travail aussi, parce que on peut avoir tous les talents du monde, on peut avoir toutes les facilités du monde. Enfin, rien n'existe sans le travail. Mais c'est surtout en se disant qu'en en travaillant, on apprend aussi. Enfin, il y a cette célèbre phrase de dire parfois je réussis et parfois quand c'est un échec, j'apprends, quoi. En fait, c'est ça parce qu'on apprend aussi de ces échecs et il faut avoir une certaine forme d'humilité parce que certaines choses marchent, mais parce qu'on est là au bon moment, dans le bon timing. Et parfois, des choses échouent parce que on n'était pas dans ce timing-là. Les ingrédients étaient bons, mais soit on était trop tôt, trop tard. Voilà. Mais ça ne remet pas parfois la qualité du projet initial. Ça remet juste en cause le fait qu'il y a beaucoup de paramètres, il faut que les étoiles soient alignées et qu'on peut avoir beaucoup travaillé et que ça ne marche pas. Voilà, on tire juste quelques enseignements pour pour la suite. Faut qu'il y ait un équilibre, quoi. Voilà. Et j'allais dire, le principal problème, ça serait de se reposer sur des lauriers ou de se dire que parce qu'on a eu un succès, les choses vont être plus simples. Euh, c'est un métier extrêmement gratifiant, mais en même temps, un succès chasse un autre. La vitesse à laquelle les choses se font est de plus en plus rapide. Donc on peut capitaliser à un instant T sur un succès, mais il faut très vite se remettre au travail parce que les choses évoluent. Il y a, ce que je disais, il y a énormément d'acteurs sur ce métier. Il y a énormément de gens avec de bonnes idées, qui ont aussi beaucoup d'envie. Donc on se retrouve très vite challengé et tant mieux. Voilà, ça permet de se dire qu'on on n'est jamais, alors on n'est jamais à l'abri du succès, mais effectivement on n'est jamais à l'abri de l'échec non plus. Il faut être à l'écoute. Je disais être humble aussi parce que on a parfois l'impression d'avoir les clés, une recette, mais voilà, ça peut être vite, les dés peuvent être changés et on peut se rendre compte que le marché est plus le même, que la façon de produire évolue. Moi, je côtoie beaucoup de gens à l'international et je suis assez, comment dire, stupéfait, surpris, enthousiasmé par l'énergie qui est déployée dans des pays qui ont souvent rattrapé leur retard dans les standards de production parce que l'émulation, elle est mondiale maintenant. Parce que euh, les critères de production, l'imagination font que maintenant,
tout le monde peut être influencé, tout le monde peut avoir de bonnes idées, les choses peuvent se faire très rapidement, voilà, et on a comme ça de nouveaux arrivants sur des marchés. On discutait en fiction, tout d'un coup, les Nordiques sont arrivés dans les séries télé et ont balayé le champ parce qu'ils apportaient un souffle nouveau. Les chaînes, tout d'un coup, des productions venues d'Israël sont arrivées et pareil, avec des nouvelles façons de raconter des histoires, avec de nouvelles idées. Tout ça, Hollywood s'est servi, mais énormément sur ces productions-là. Parce que justement, voilà, le vent nouveau peut venir de n'importe quel pays. Et c'est pareil en cinéma, et c'est pareil en documentaire. Donc il faut être, quand je dis à l'écoute, c'est aussi aller voir voilà, ce qui est produit dans d'autres pays, voir les histoires, comment elles sont racontées. On parlait de surprendre le public. J'ai plus des exemples enfin, j'en ai en fiction autant qu'en documentaire, mais effectivement, quand on dit à quelqu'un je vais tourner l'histoire d'une fanfare égyptienne qui se trompe de ville pour arriver dans un coin perdu et ça va être un succès, ou parler de la séparation d'un homme et d'une femme en Iran, voilà, prédire que ça soit des succès, c'est impossible. Alors ça a été des succès phénoménaux. Pareil, quand j'ai le souvenir de ça, quand Jérôme Prieur et Gérard Mordillat parlaient de Corpus Christi et disaient on va s'attaquer à une analyse précise de la quasi scientifique, enfin littéraire scientifique de la Bible. Voilà, personne ne savait que ça serait un marqueur dans le documentaire parce que effectivement, c'est pas qu'ils ont révolutionné, c'est qu'à un moment, ils apportent quand même une écriture nouvelle et qu'un sujet qui pouvait sembler traité 1 milliard de fois, on apportait un angle nouveau, quoi. Comme le Vietnam avec Ken Burns, où on se dit on a eu des milliers de documentaires, des milliers d'heures de programmes sur le Vietnam, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui, avec des moyens colossaux, voilà, rebat les cartes, propose une série documentaire magnifique avec des archives incroyables et re-raconte cette histoire que on connaît plus ou moins, mais dans un détail, avec un souci, une précision, voilà, qui est à peu près inégalée, quoi. Rien n'est jamais acquis. Il faut souvent se remettre en question. Il faut changer la donne. Enfin, on parle du marché. Avant, on produisait pour la télévision. Maintenant, on peut produire pour la vidéo. On peut produire pour la télévision. On peut produire pour Netflix. On peut produire pour le web. Les bonnes idées peuvent arriver donc, par ces différents canaux, sous différentes formes. Le piège, c'est de se dire, on est installé quelque part, on y reste. J'allais dire, j'ai tendance à penser que quasi tous les 6 mois, il faut se refaire un point et se dire vers quelle direction on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles opportunités, qu'est-ce qu'il faut arrêter. Parfois, il y a juste un constat, il y a plus de, voilà, le marché n'existe plus, ou la donne a tellement changé qu'on n'a plus la possibilité de faire comme on a fait auparavant. Voilà. Non, moi j'ai appris beaucoup sur le tas. Enfin, j'ai beaucoup appris en faisant. Enfin, je sais pas si tu me posais la question du conseil que je pourrais donner, c'est se former, c'est hyper important. Je vois souvent, euh, moi je sais qu'en stage, je faisais des heures supplémentaires, mais je ne faisais pas des heures supplémentaires pour prouver quelque chose à quelqu'un au sein de la société. Je faisais des heures supplémentaires parce que j'apprenais des choses. Et tant que j'apprenais, tant que j'avais la possibilité d'apprendre, je restais, quoi. Voilà. Et il y avait des milliers de choses, et il en reste encore des milliers, que je ne connais pas. Donc, alors c'est toujours mieux, c'est toujours plus facile quand même de se former avant pour ensuite faire que d'apprendre en faisant. Parce que apprendre en faisant, c'est parfois douloureux, parce qu'on commet les erreurs, on les paye cash.
Ça peut être plus compliqué. Donc c'est bien moi, si je devais changer quelque chose, je pense que j'aurais continué après mon école de commerce, j'aurais fait sûrement une formation encore plus pointue en audiovisuel plutôt que de me lancer dans le bain tel quel. Mais en même temps, j'aurais peut-être pas enchaîné les choses telles qu'elles se sont faites, où j'ai été engagé à la fin de mon stage, où voilà, j'ai toujours eu la chance, parce qu'il faut aussi reconnaître ça, de pouvoir rebondir très rapidement. Voilà, donc, ça, c'est un peu le seul conseil. Le temps de formation est important et il ne faut pas hésiter à même se reformer enfin, tout au long de sa carrière. Parce que Alors, le conseil aux chaînes, c'est de prendre mes documentaires, ça c'est fait. Mais non, les chaînes, c'est compliqué parce que, en fait, tout dépend de leur ligne éditoriale. C'est vraiment compliqué de bâtir une ligne éditoriale, c'est vraiment compliqué d'avoir une cohérence. Je reparle d'Arte, c'est sûrement la chaîne que je connais le mieux, mais il y en a d'autres, hein. Les choses ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Arte, il y a eu un travail de fond de fait depuis même du temps où j'y étais, plus de 20 ans, pour se dire, voilà, il y a une exigence de programmation, il y a des critères qui sont donnés, etc. Et au départ, l'audience était famélique, donc tout le monde regardait ça en disant, mais oui, c'est quoi cette chaîne? Maintenant, on s'aperçoit que le travail de fond qui a été fait, là, ils ont une reconnaissance du public, les audiences ont monté, ils ont pris des risques aussi, ils sont allés sur des terrains un peu inexplorés, et ça s'est révélé payant. Mais parce que c'était une chaîne qui pouvait jouer la contre-programmation, qui se voulait différente des autres. Après, on s'aperçoit souvent qu'il y a certains risques qui sont pris, qui fonctionnent encore une fois parce que le public a envie d'être surpris et que ce qui paraissait risqué s'avère être un pari payant. Si je prenais l'exemple de À voix haute, le documentaire sur, on va dire, les concours d'éloquence en banlieue, au départ, on ne se dit pas que c'est un sujet qui va avoir un tel écho. Et c'est un documentaire qui a été produit par France Télé, donc diffusé sur Infrarouge en sûrement deuxième partie de soirée, enfin assez tardivement, qui a été, devant le succès, mis en replay, mis gratuitement sur YouTube. Une version longue sort au cinéma, ils font 200 000 entrées, ils vendent des DVD partout, enfin voilà. Et encore une fois, c'est une aventure incroyable. Donc, de l'autre côté, c'est dire aux réalisateurs, de la même façon, voilà, il faut tenter des approches nouvelles. Euh, il y a des sujets qui sont importants, il y a des sujets, nous on essaye d'identifier des sujets, là on parlait sur Sugarland, c'est l'alimentation, le film donc on sort, c'est la rupture avec le stress, etc., avec tout le développement de la pleine conscience. Notre prochain film, c'est sur le greenwashing, ou comment, parce qu'on ne veut pas changer nos habitudes de consommation, les sociétés habillent les produits de façon verte pour nous rendre moins coupables de les consommer. On va avoir un documentaire sur une femme qui s'est battue toute sa vie pour l'égalité des droits, pas pour l'égalité des femmes, hein, juste pour l'égalité des droits. Et tout ça parce qu'on pense que c'est des sujets qui vont avoir un écho auprès du public, parce que c'est des problèmes de société, parce que c'est des choses qui sont dans... j'aime pas l'air du temps, mais parce que c'est vraiment des thématiques qui reviennent régulièrement et sur lesquelles on a besoin de regards de documentaristes qui, à un moment, parcourent le monde, vont voir différents spécialistes, différentes approches, pour que les gens aussi se forgent leur propre opinion. C'est vrai qu'il y a différents styles de documentaires entre Michael Moore et ses documentaires coup de poing, qui veut démontrer quelque chose, mais qui en même temps le fait avec force, conviction, etc., sur des thèmes qui sont importants, et d'autres documentaristes qui offrent juste différents regards pour que les gens deviennent un peu plus
acteurs de leur vie, enfin, voilà, reposent les problèmes et des regards différents. C'est ça qui est important. Mais voilà, encore une fois, c'est avoir une vision, avoir un regard. Et ça, n'importe qui peut, enfin, de talent évidemment, hein, mais peut l'avoir. Donc il faut croire dans son sujet de départ et essayer de réfléchir au maximum à quel angle on peut donner, quoi. Alors c'est assez amusant parce que je le faisais déjà dans les films de fiction. Enfin, j'essayais de choisir, hein, pas tous, hein, mais dans la plupart des films que j'essayais de prendre, je voulais chercher cette notion aussi quelque part du bien-être ou d'apporter quelques clés. The Way, ça pouvait parler à la fois de rencontres, du fait que voilà, enfin, il est jamais trop tard pour se remettre en cause, changer son point de vue, aller rencontrer des personnes de nationalités différentes, justement, s'ouvrir aux autres, voilà, découvrir d'autres univers. Hector et la recherche du bonheur, voilà, le programme était un peu plus clair, hein, il était carrément dans le titre. Christina Noble, qui avait un parcours hyper inspirant en ayant fondé ses orphelinats au Vietnam après une vie qui était quasi celle d'un livre de Victor Hugo. Je cherchais, alors ça pouvait être ou non des histoires vraies, mais voilà, quelques clés de vie qui me semblaient importantes dans le documentaire. D'abord, encore une fois, on est le premier juge, donc il faut que le documentaire nous plaise, mais qu'effectivement, on se dise qu'il peut améliorer, approfondir une réflexion, voilà, participer à un débat, à un échange. Là encore, l'idée de l'échange et des rencontres avec le public, c'est de se dire, c'est bien le cinéma, mais c'est bien aussi le cinéma à partager, c'est bien d'en parler, c'est bien d'entendre quelqu'un. Quand les gens ne sont pas d'accord sur un film, moi ça m'intéresse, parce que j'aime bien avoir des points de vue différents. Ce serait horrible si tout le monde pensait la même chose tout le temps, si tout était formaté, si les points de vue étaient... voilà. Et puis parfois, il y a un film qui va enfin, nous toucher à un instant T, à un moment précis de notre vie, ou même de notre journée, et sur lequel on va prendre du recul plus tard. Voilà, il y a toute une alchimie qui se crée, mais pour les choisir, oui, clairement, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, est-ce que on va pouvoir échanger sur ce sujet-là? Alors, je lisais qu'il y avait un très bon article aujourd'hui sur la distribution en France où quelqu'un disait que c'était un peu comme la roulette russe. Voilà. Alors, pour réussir, il vaut mieux éviter la balle, hein, c'est parce que souvent, non, mais la distribution cinéma, c'est horrible parce que, encore une fois, il y a beaucoup de très très bons films travaillés avec beaucoup de passion par les distributeurs. Il y a beaucoup de distributeurs indépendants et tous ne réussissent pas. Il y a des films qui sont emportés parce que, dans l'oubli, parce qu'il y a quelques films qui vont à ce moment-là monopoliser les écrans, qui vont être des succès phénomènes, parfois peu prévisibles, qui s'ajoutent à d'autres qui sont plus calibrés pour être comme ça, et dès lors ils balayent toute la concurrence. Il suffit qu'il fasse 3 semaines de froid et qu'à un moment il fasse beau pour que les gens aillent plus en salle du tout. Moi je me souviens, quand on distribuait un film, il y a les célèbres ciné-chiffres qu'on appelle les cinémas, et j'avais un cinéma qui me disait « Ah mais je les vois vos spectateurs, ils sont en face à la terrasse du café ». C'était ça, c'était que grosso modo il n'y avait personne dans les salles, c'était fin septembre, il faisait encore beau, les gens profitaient des derniers moments possible. Voilà, donc c'est là où je dis il faut rester humble parce qu'on on peut maîtriser beaucoup de paramètres, mais pas, voilà, il y a des paramètres qui échappent complètement. Il y a les souvenirs de Jean-Paul Rouve, il est sorti une semaine, je crois, après les événements de Charlie Hebdo.
Jean-Paul Rouve disait il serait sorti le mercredi où il y a eu les attentats. Il n'y avait personne. Le film était voilà, mais et personne n'y peut rien. Et c'est une situation terrible, horrible. Voilà, il est sorti une semaine après, il a fait 1 million d'entrées, alors que personne n'avait parié qu'il ferait autant. Parce que les gens, au bout d'une semaine, ont eu quand même envie d'aller au cinéma, de se réconforter avec un film qui était plutôt doux. Voilà, il avait besoin de douceur, le film en apportait très bien. Voilà, c'est un très bon film, voilà, mais un succès imprévisible. Ouais, mais je l'ai beaucoup répété, hein. Le plus dur, c'est que il faut remettre sur l'établi les choses tout le temps. Donc il faut garder souvent la même énergie, ce qui est quand même parfois un peu compliqué, parce qu'on n'est pas des robots. Donc voilà, parfois on a des périodes d'état de grâce et des périodes plus compliquées. Donc il faut apprendre à serrer les dents et à continuer de travailler. Gratifiant, pour moi, c'est à la fois la reconnaissance des talents qu'on accompagne, parce que c'est vrai que quand on distribue des films, ou quand on produit, mais qu'on produit avec je pense au documentaire de cinéma, c'est-à-dire qu'on accompagne un talent ou un film, voilà, quelque part, on est un passeur. Donc, avoir la reconnaissance des talents qu'on accompagne, là, on en a fait un sur Jean-Paul Rapneau, avoir la reconnaissance de Jean-Paul Rapneau, ça vaut toutes les récompenses du monde. Ça, c'est extrêmement gratifiant. Et puis après, il y a le succès public, voilà, le fait que quand on distribue quelque chose et que les gens vont en salle. Hier, c'était une avant-première au Grand Rex. On ne savait pas du tout si on allait avoir. On s'était dit 800 personnes, c'est bien. Ça permet d'avoir juste le bas. Voilà, on a fini à 2000. Donc c'est formidable. Mais voilà, c'est à chaque fois des paris, c'est se lancer dans se lancer dans de nouvelles aventures aussi, un peu inédites. Encore une fois, parce que c'est là où on apprend, c'est là où on cumule de l'expérience, quoi. J'ai pas non plus, enfin ça fait de longues années que je travaille. C'est compliqué parce que quand je reprends, parfois on est obligé de faire le CV de producteur et de mettre les titres, etc. Et tout d'un coup, on revient en tête des choses qu'on a fait, on se dit, ah oui, ça c'était des expériences incroyables. Voilà, on a travaillé pour la Warner pour faire un documentaire sur Le crime était presque parfait et surtout sur la mort aux trousses. Jamais j'aurais pensé qu'on nous confie ça. Ça, c'était superbe. Mais on a eu beaucoup d'expériences. C'est vrai que souvent, c'est les premières expériences. C'est vrai qu'on nous a confié, par exemple, le Making of de Ridicule, qui est un film que j'adore, de Patrice Lecomte. Et ça marquait le début de la société. Donc c'était en 2005, il y a 13 ans. Et ça, c'était formidable parce que la société se montait. On tenait dans une chambre à coucher tellement on avait peu de place pour travailler au départ. Et on nous confiait tout de suite voilà, un projet qui était vraiment intéressant sur un film que j'adorais. Voilà, ça c'est des souvenirs dont on te souvient, mais après on se souvient du premier documentaire produit pour la télé, on se souvient du premier film qu'on a distribué au cinéma, du premier documentaire avec une nouvelle structure. Voilà, ça c'est des choses qui marquent parce que et parfois, je citais les échecs, Christina Noble, qui est un film qu'on a distribué, qui n'a pas marché, sur lequel on a perdu de l'argent. On reste fier de la façon dont on l'a accompagné, des valeurs du film, des réactions des spectateurs, etc. Alors, ils n'ont pas été assez nombreux, mais on était très contents de l'avoir fait. Il y a des échecs qu'on a connus, dont je suis très fier, parce que je referais exactement la même chose de la même façon, peut-être en changeant 2-3 paramètres, mais en tout cas, je ne regrette pas ces choix-là, c'est ce que je disais. Après, le moins fier, non, souvent, ce qui est compliqué, c'est que on est dans un métier où tout va très vite.
On est tenté de prendre des raccourcis et parfois on en a pris pour faire les choses et ça veut dire moins travailler parce qu'on pense avoir la bonne idée, donc on met les choses en place très rapidement et il y a un équilibre à trouver entre le travail de préparation et celui qui permet et il y a des projets dont un qui me tient particulièrement à cœur, qu'on n'est pas arrivé, là pas parce qu'on a pris un raccourci, parce que les décisions se sont mal enchaînées. Là, les planètes n'étaient pas vraiment alignées et il y a des projets qu'on n'a pas réussi à mener à terme encore, voilà, qu'on a encore sous le coude, alors que on y croyait énormément, et ça, oui, c'est peut-être les choses dont on est le moins fier. C'est parce que à un moment, on se dit non, mais c'est pas possible, c'est pas possible qu'on n'y arrive pas. Voilà. Mais bon, on est bien obligé de reconnaître à un moment, quand il n'y a pas les financements, quand voilà, les choses peuvent mettre vraiment en danger la société, on a quand même une responsabilité par rapport aux gens qui nous entourent et à nos partenaires. Voilà, c'est ne pas faire n'importe quoi non plus. Donc oui, c'est à un moment de devoir jeter l'éponge. Ça, c'est compliqué. Ouais. Il y a deux choses. C'est d'abord, il faut pouvoir continuer, parce qu'un échec peut balayer complètement une société. Et parfois, il y a des échecs tellement lourds que les sociétés s'en remettent pas. Je crois que, enfin, je trahis pas un secret, mais Bonne Pioche, qui a produit La Marche de l'Empereur, ils étaient quasi exsangues au moment où ils ont produit le film. C'est-à-dire que si le film ne marchait pas du tout, ils mettaient la clé sous la porte et ils arrêtaient. Voilà. Mais je crois ils ont fait tout pour que ça marche. Le succès a été évidemment au-delà même de leurs plus folles espérances, mais ils avaient travaillé d'arrache-pied dessus, ils avaient tout misé, ils avaient tout fait pour que... C'est là où je dis que parfois l'échec et le succès sont tellement proches, c'est que voilà, si ça n'avait pas marché, ça aurait été une histoire voilà, qui se serait arrêtée, ça n'aurait rien enlevé à la qualité du film, c'est juste que ça n'aurait pas permis de continuer. Non, bon, déjà, enfin, mon conseil pour durer, c'est aussi de se dire que les choses se font sur la longueur, que il faut tenter effectivement de nouvelles expériences, mais il faut savoir aussi avoir raison gardée. Il faut savoir être capable de reconnaître ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas encore faire. Y aller par paliers. Voilà, nous, avant de se lancer dans le cinéma, on a pris longuement la température, on a fait différentes expériences. Être capable de mesurer combien d'argent on peut vouloir perdre sur un projet, parce que c'est ça, c'est aussi se dire, faut pas que ça soit la roulette russe à tous les coups. Faut quand même se dire, est-ce que si c'est un échec complet, est-ce que on va pouvoir continuer à faire les choses? Et en même temps, parfois, on a eu, nous, des échecs qui nous ont permis de mieux visualiser comment on allait aller faire la suite. On n'aurait pas fait Sugarland si on n'avait pas connu d'autres échecs précédemment. Ça a changé notre perception, voilà, donc non, et apprendre des autres, quoi. Regarder ce que font regarder comment ça se passe, comment ceux qui réussissent procèdent. Mes sources, enfin, alors là, elles sont vastes, hein. Enfin, je pense apprendre de tout le monde. Il faut être un minimum à l'écoute, se dire qu'on n'a jamais la science infuse, que voilà, toute personne peut apporter. Il y a des personnes chez qui... enfin, c'est ça, on fait un métier dans lequel on interviewe beaucoup, nous, les gens aussi. C'est ça qui est bien dans notre métier. Et des gens qui ont du recul aussi, des gens qui... moi, je suis souvent agréablement surpris du fait qu'il y a des gens, et c'est parfois les plus talentueux, qui ne sont pas blasés,
qui parlent de leur métier avec passion, etc., alors qu'ils l'ont raconté 1 milliard de fois, alors que la question leur a été posée, et ils continuent d'en parler avec plaisir, parce qu'ils aiment ça viscéralement. Et je crois que c'est enfin, c'est la base aussi, c'est d'aimer ça vraiment, parce que sinon, ça peut être très difficile. Sinon, c'est compliqué de tenir le rythme ou de tenir les échecs si on n'aime pas ça profondément. Mais c'est d'écouter, c'est de se dire qu'on peut apprendre de tout le monde à n'importe quel âge, voilà, de gens plus jeunes, de gens plus âgés, de gens qui viennent d'horizons différents, qui tout d'un coup ont une nouvelle manière de travailler, de différents pays, c'est ce que je disais aussi, voilà, d'être à l'écoute, quoi, de ne pas se dire j'ai une recette et je vais la reproduire à l'infini, quoi. S'il y a une chose qu'on peut transmettre, c'est l'amour du métier, quoi. C'est la passion et la curiosité, voilà, aussi. Parce que quand on distribue du documentaire, ce que je disais aux gens qui accompagnent les films qu'on sort, qui sont eux des spécialistes dans leur domaine. On a rencontré sur Sugarland des spécialistes de la diététique, des associations de diabétiques, des nutritionnistes, des psychologues, des spécialistes en addictologie. Tout de suite, voilà, on est confronté à des gens qui sont beaucoup plus spécialistes que nous, qui connaissent 1 milliard de choses de plus que nous, mais on est là pour les écouter, pour essayer nous aussi de prendre des informations, parce que ça nous aide à défendre encore mieux le film. Ça sera le cas sur les prochains de la même façon. On rencontre des univers différents dans le documentaire, on rencontre des gens venant de tout milieu voilà, qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Donc je pense qu'ils apprennent de nous un peu, mais on apprend énormément à leur contact. Ils nous basculent dans un monde, ils nous ouvrent les portes complètement d'univers qui nous sont complètement enfin, inconnus, étrangers, ouais, ou sur lesquels on a une vue très superficielle. C'est compliqué c'est compliqué de donner des conseils, euh, à part, voilà, aimez ce que vous faites et mettez-y toute votre énergie. Ouais, c'est la seule chose que la seule chose que je retiens pour pas avoir de regrets, quoi, pour se dire qu'au moins on est allé, voilà, c'est un métier merveilleux, mais voilà, il faut quand même l'aimer beaucoup parfois. Voilà, faut aussi beaucoup l'aimer pour durer, là, pour pas perdre l'énergie.